Bonjour et bienvenue à Question du jour. La question d'aujourd'hui, c'est comment mesurer le volume des poumons. Malheureusement, contrairement à un vase où on peut simplement remplir le vase d'eau puis voir à quel moment il déborde, on ne peut pas mesurer facilement le volume complet des poumons. Voici par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans vos cours, sinon vous allez le voir bientôt dans vos cours d'épreuve ou de fonction pulmonaire. C'est un test de spirométrie qu'on fait. On fait respirer le patient normalement, qu'on lui demande d'inspirer au maximum l'air qu'il est capable de prendre et ensuite d'expirer toute l'air qu'il a pris. Ça nous permet de connaître les volumes de réserve inspiratoire puis les volumes de réserve expiratoire des patients. Donc ça se mesure juste via des tests spirométriques comme ça. Mais on n'est pas capable d'aller chercher le volume résiduel ici en bas, le dernier volume. Et ce volume-là peut être important, par exemple, pour des gens qui font de l'emphysème. C'est important de le connaître. Donc, quelqu'un qui fait de l'emphysème, c'est que le poumon a perdu son élasticité, puis des fois, il y a trop d'air qui s'accumule dans les poumons, vu qu'il n'y a plus la capacité d'évacuer. Donc, ça peut être un diagnostic, là, dans le fond, pour certaines pathologies pulmonaires comme ça, mais ça, pour les détails de ça, je vais laisser vos spécialistes en allothérapie vous enseigner ce bout-là. Donc, moi, aujourd'hui, c'est de venir mesurer ce volume-là qui est intéressant. Les techniques que je vous présente vont mesurer tout ce volume-là au complet. Donc, le volume, à partir du moment où on est fini d'expirer jusque dans le fond des poumons. Mais en fait, si on veut connaître le volume résiduel, c'est juste de soustraire le volume de la réserve expiratoire que lui, on peut mesurer facilement en faisant expirer le patient au maximum. Il y a deux techniques qui existent. Donc, la première technique que je vous présente, c'est une dilution chimique. La fameuse relation C1V1 égale CV2, C2V2 que vous avez sûrement vu soit au secondaire ou dans vos cours de chimie au cégep. C'est l'équation classique. Moi, ça me fait toujours penser à une canne de jus d'orange qu'on veut diluer quand on fait du jus. Ben, on part d'une canne qui a un très petit volume, mais qui est très concentré. Puis on rajoute des cannes d'eau. Donc, on augmente le volume, par exemple, d'un facteur 4 en rajoutant 3 cannes d'eau. Et donc, le volume quadruple. Ça veut donc dire que la concentration baisse du même facteur, baisse d'un facteur 4. Donc, c'est une dilution pure et simple. Donc, ce qu'on va diluer quand on va faire ce test-là, c'est pas des liquides, ça va être de l'hélium. Pourquoi l'hélium? Parce que l'hélium est inerte, il participe pas aux échanges gazeux dans la respiration. Donc, ce qu'on va induire en hélium dans les poumons va rester dans les poumons, il ne sera pas absorbé par le système. Donc, on va partir d'une petite quantité, le spiromètre, l'appareil qui fait le test, va partir d'une concentration connue d'hélium et aussi d'un volume connu. Donc, C1 et V1 sont parfaitement connus. On va relier cette quantité de gaz-là au poumon et on va demander au patient de faire plusieurs cycles respiratoires. Rouge ici représente une haute concentration en hélium et bleu veut dire pas du tout. Donc au terme de quelques cycles inspiratoires, ben, ce qui va arriver, c'est que le rouge va se diluer. Dans le bleu, ça va faire quelque chose ici, j'ai mis mauve symboliquement, qui est le mélange des deux couleurs pour dire qu'il y a eu une dilution, là, que le rouge est allé se propager un peu partout. C2, c'est ce que l'appareil va venir mesurer, la concentration finale au terme de quelques cycles respiratoires. Et V2, le volume final, c'est le volume des deux volumes, c'est le volume complet en fait du volume donné par l'appareil et aussi des poumons qui était notre inconnu. Donc V2 va être V1, le volume qu'on avait au début connu, plus la CRF qui était la quantité qu'on voulait mesurer. Juste pour vous montrer un peu l'idée, je pense que vous avez sûrement compris, mais pour donner un petit visuel à ça, si on a ici un petit poumon qui est relié à la même quantité de gaz très concentré versus un gros poumon, bien, le petit poumon va être beaucoup plus concentré en hélium à la fin que le gros poumon. C'est donc cette variation de concentration-là qui sert à nous donner la mesure du volume des poumons qui étaient reliés à ce gaz-là. Ben, l'exemple parallèle que je fais, c'est si on met du sucre dans une petite tasse expresso versus du sucre dans un gros bol, mais la petite tasse espresso va être beaucoup plus sucrée que le bol à la fin. Pourquoi? Parce que son volume était plus petit. Même chose ici. Un exemple pour voir si vous avez bien compris ça, toujours bon de se pratiquer un peu. Donc, je vous dis qu'on veut déterminer la CRF d'un patient à partir d'une dilution d'héliox. Je ne sais pas si vous l'avez vu, héliox, mais c'est un mélange d'hélium et d'oxygène. Oups, pardon. C'est un mélange, en fait, généralement, c'est un mélange 50-50 des deux. 50%, 50% en pourcentage molaire des deux gaz. Puis là, je vous dis que l'appareil est calibré pour fournir 500 ml à échanger lors des respirations avec le patient. Au terme du test, on réalise que la concentration d'hélium est passée à 12%. Donc, je vous demande de venir déterminer la CRF du patient. Ici, on va utiliser C1V1 égale C2V2.
cette équation-là, à cause qu'on a la concentration à gauche et à droite, puis qu'on a le volume à gauche et à droite, ça veut dire qu'on peut utiliser les unités qu'on veut. Donc, si les concentrations sont exprimées en pourcentage, bon, on les garde en pourcentage. Le volume est fourni en millilitres, ça veut dire que quand on va faire nos calculs, le volume V2 qu'on va trouver, ben, il va être en millilitres lui aussi. C'est tout ce qu'il faut. Juste l'avoir, faut juste le garder en tête, mais en fait, il n'y a pas beaucoup, c'est le fun, il n'y a pas de changement d'unité à faire pour cette équation-là. Je commence en inscrivant les données, C1, V1 et C2 qui sont données dans le problème. On met l'équation de dilution. Le seul inconnu qu'on a ici, c'est V2. On l'isole, vu qu'il est en multiplication ici. On le divise, on l'envoie de l'autre côté en division. Et quand on fait l'équation, ça donne un volume total de 2083 millilitres. Il ne faut pas oublier que ce volume-là inclut le 500 millilitres de l'appareil initial. Donc, il faut venir soustraire ce V1-là pour obtenir le CRF, ce qui nous donne un volume total de 1583 ml ou 1,58 litres. Ce qui est une valeur assez standard du volume d'air qui nous reste dans les poumons au terme d'une expiration. La deuxième technique que je vous présente est plus physique, c'est la loi de Boyle, mais modifiée. On va utiliser plutôt P1V1 égale P2V2. Donc, pression et volume. Une autre façon d'écrire cette loi-là, c'est de dire que le produit pression-volume doit demeurer constant. Donc, autrement dit, c'était la même chose avec C1V1 égale C2V2. Donc ici, c'est-à-dire que si la pression double, mais ça veut dire que le volume va diminuer de moitié, et de sorte que le produit P fois V demeure constant. Un petit rappel, P1V1 égale P2V2, en fait, ça vient de PV égale nRT, la fameuse loi des gaz, pour vous dire que pour que la loi de Boyle soit applicable, il faut que N, donc la quantité de gaz, reste constante. Et il faut que la température soit constante, mais ça, comme je dis en blague ici, là, on n'a pas besoin de chauffer le patient, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est important de comprendre que ce test-là doit se faire alors que la personne ne fait pas d'échange d'air avec l'extérieur. Donc ce test-là va se faire devant un clapet, en fait un capteur de pression, et le patient va respirer, mais sans échanger d'air. Il va juste forcer contre un clapet, parce que si on a de l'échange d'air qui se fait dans les poumons, ça veut dire que la loi de Boyle n'est plus applicable. Donc, partons de PV égale constant. Si vous allez dans les manuels, ce que je vous démontre là de façon graphique, c'est fait de façon théorique et c'est pas mal plus lourd. J'ose espérer que la petite explication que je vous donne va être claire. C'est un petit artifice, mais ça explique quand même bien la chose. C'est un petit bout de technique, mais je vous invite à me suivre à partir d'ici. Donc, P fois V égale constant. P fois V, on peut comparer ça à l'aire d'un rectangle, base fois hauteur. Puis on dit que l'aire d'un rectangle, par exemple base fois hauteur, doit demeurer constante. Donc voici par exemple un rectangle, la base c'est P, la hauteur c'est V, et quand je multiplie les deux, ça me donne l'aire de ce rectangle-là, et ça doit demeurer constant. Si je décide de venir augmenter un peu le volume, mais ça va faire augmenter l'aire du rectangle. Si je rajoute je décide par exemple de vouloir, toujours en pensant au fait que je peux pas échanger d'air, si j'essaie de baisser le diaphragme pendant que j'ai le nez et la bouche bouchée, mais ça va faire augmenter le volume. Mais ça, c'est pas suffisant. Le système va réagir, la pression va réagir, toujours pour garder une aire ici qui correspond à pression fois volume constant. Donc si j'augmente le volume, en réaction, la pression va venir diminuer, de sorte que l'aire du nouveau rectangle va être égale à l'aire initiale qu'on avait ici. Donc, j'ai rapetissé ça un peu pour vous montrer en équation ce que ça va donner. Ce qui veut dire que l'aire du volume qu'on a ajouté, donc ce qui correspond à ce qui est assuré ici, donc j'ai mis la barre ici comme ça, doit être égal. Donc le gain qu'on a en bleu doit être équivalent à la perte qu'on a eue en rouge. Et si ces deux choses-là sont égales, mais ça veut dire que l'aire de notre rectangle est demeurée constante, ce qui est ce qu'on avait besoin avec la loi de Boyle, que le produit des deux doit toujours demeurer constant. L'aire de ce petit rectangle bleu et blanc-là, mais ça correspond à P, fois, c'est toujours longueur sur hauteur, donc P pour la longueur. La hauteur ici, c'est delta V, c'est juste la petite variation de volume qu'on a eue, c'est cette petite hauteur-là. En revanche, pour la perte qu'on a eue, elle est négative, ben ici c'est la hauteur qui est V fois delta P. Donc pour le rectangle en bleu, P fois delta V,
pour le rectangle en rouge, V fois delta P. Pour les gens qui veillent au grain, vous remarquez peut-être qu'il y a le petit delta V, delta P qu'on n'a pas tenu compte ici, qu'il aurait fallu enlever aussi, mais il est négligeable, on va l'oublier complètement. Donc P delta V doit être égal à moins V delta P. Pourquoi moins? Parce que ce carré-là, il va être de valeur négative. Le delta P va être négatif. Si on veut que l'égalité marche, ben, il faut qu'on ait un négatif ici pour annuler ce moins-là, de sorte que, dans le fond, c'est une façon de dire que c'est une perte là, ici, ce qui est en rouge, le moins. Donc, l'équation qui en sort, c'est pour ça que je vous disais que c'était la loi de Boyle, mais modifiée, c'est que P delta V est égal à moins V delta P. P et delta P, ça va se mesurer à la bouche assez facilement en mettant, dans le fond, un capteur de pression à la bouche. Mais comme je disais, en plus de mettre un capteur de pression à la bouche, on va s'assurer que ça scelle la bouche. Il ne faut pas qu'il y ait d'échange gazeux qui se fasse avec l'extérieur. Mais là, comment est-ce qu'on est capable de mesurer? Notre gros inconnu, nous, c'est V. Maintenant, la quantité qui nous manque, c'est delta V. Comment est-ce qu'on va être capable de mesurer les variations de volume? Ben, c'est là que le pléthysmographe, la fameuse boîte de téléphone, embarque en ligne de compte. Si vous faites varier le volume de vos poumons sans échanger d'air, ben, ça veut dire que, par exemple, si vous essayez d'expirer en forçant ce diaphragme, vous allez compresser vos poumons et ça va faire rentrer de l'air dans la boîte parce que vous allez avoir libéré de l'espace dans la boîte. En revanche, si vous faites gonfler vos poumons sans qu'il y ait d'air qui sorte par votre bouche, juste en essayant de baisser le diaphragme, la bouche fermée, bien, ça va faire en sorte que ça va pousser de l'air en dehors de la boîte. Et la boîte ici, qui est toute scellée, va mesurer cette variation de volume-là. C'est pour ça que le test doit se faire dans une boîte étanche, c'est pour être capable de mesurer les variations de volume que vous occasionnez par le mouvement de vos poumons. Donc voici le test un petit peu comment ce qui est fait. Ici, donc c'est pour ça que ça c'est scellé. On voit qu'à la bouche, c'est le capteur de pression qui scelle au complet la bouche, de sorte que le poumon ne peut plus échanger de gaz avec l'extérieur, sinon la loi de Boyle ne pourrait pas fonctionner. Il y a une chose qui n'est pas règle dans ce photo-là, c'est juste que peut-être parce qu'il n'était pas prêt à faire le test, c'est qu'il va falloir que le patient mette ses mains sur ses joues pour être capable d'éviter que quand la personne fait des mouvements de respiration, ben que ça fasse gonfler les joues. Vous allez le voir dans la vidéo que je vous propose bientôt. Pour l'équation, on avait P delta V égale moins V delta P. On joue avec les termes un peu. Ça donne que le rapport P sur V va être égal à moins delta P sur delta V. Et ça ici, ça correspond à une pente. C'est la pente du graphique PV. Faites attention aux axes du graphique. Ici, j'avais un graphique pression-volume, donc j'étais correct, pression-volume. Mais ça se peut que sur certains appareils, vous allez avoir des graphiques plutôt volume-pression. Et à ce moment-là, il faut juste changer les variables de côté. Ça devient volume sur pression. C'est soit P sur V égale moins delta P sur delta V, ou V sur P va être égal à moins delta V sur delta V. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à regarder la vidéo qui a été produite par le Cégep de l'Outaouais sur le fonctionnement du pléthysmographe. Ça va vous aider peut-être à mettre en pratique, dans le fond, ce que je viens de vous enseigner, parce que vous allez être appelé à faire ce test-là chez les patients. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo-là dès maintenant, si ce n'est pas déjà fait. On va faire un exemple. On va justement servir de ce graphique-là pour venir mesurer dans le fond, la CRF du patient à partir du graphique qui a été produit ici par le pléthysmographe. Je vous dis, peut-être juste mentionner les données du problème. Le test a été réalisé alors que la pression atmosphérique était de 1030 cm d'eau. Puis je vous demande de trouver la CRF du patient, mais ce graphique-là est important aussi. On va donc utiliser P sur V va être égal à moins delta P sur delta V, ou V sur P est égal à moins delta V sur delta P. On a le choix des deux. Mais ici, vu que le graphique c'est pression-volume, ben on va prendre celui qui correspond à delta P sur delta V. C'est toujours delta Y sur delta X, donc notre choix s'arrête sur cette équation-là ici. C'est juste une des deux qui va vous être fournie aux examens, parce que dans le fond, une et l'autre, il s'agit juste d'inverser les V et les P de côté de chaque barre d'équation, puis vous obtenez l'autre directement. Le graphique est en kilopascal, donc vu qu'on a des pressions de chaque côté, pas de problème à choisir l'unité qu'on veut, mais il faut qu'on s'assure qu'elle soit la même des deux côtés. Même chose pour le volume. Même s'il y a un delta, c'est pas grave, on se trouve à avoir pression, pression, volume, volume. Donc on a le choix des unités, mais il faut qu'il soit le même des deux côtés. Donc vu que mon graphique était en kilopascal, j'ai décidé de transformer mon 1030 cm d'eau en kilopascal.
Maintenant, il faut estimer la pente de ce graphique-là. Il faut se prendre 2 points. On les prend généralement aux extrémités du graphique. Donc, et là, pour vous dire que dans un examen, je vous tolérais une marge d'erreur là, ici. Donc, moi, le premier point, j'ai dit qu'il était moins 45 millilitres, 2,5 kPa. Et le deuxième point, j'ai dit qu'il était 40 millilitres et moins 2,5 kPa. En passant, j'ai mis le point 1 en haut, le point 2 en bas, mais ça n'a aucune importance. Les calculs fonctionnent, peu importe quel point que vous preniez comme 1, quel point que vous preniez comme 2, ça ne change absolument rien. Donc, je fais le graphique de la pente. Donc, P sur V c'est égal à moins delta P sur delta V. Delta P, ben, c'est P2 moins P1. Delta V, c'est V2 moins V1. Je mets les chiffres que j'ai trouvés ici. Ça se trouve à être, vu que c'est le point 1, ben ça c'est V1, ça c'est P1, ça c'est V2, ça c'est P2. Donc, ces 4 chiffres-là, je viens les mettre au bon endroit ici. Et ça me donne une pente de 0,0588 kPa par millilitre. Remarquez aussi que les deux moins vont toujours s'annuler. Le moins de l'équation va toujours s'annuler avec le moins de votre calcul de pente qui va toujours être négatif. La pente ici va toujours être négative. Si vous n'avez pas une réponse négative, c'est parce qu'il y a un problème à quelque part. De sorte que le moins de l'équation avec le moins de la pente s'annule toujours. De sorte qu'on obtient des pressions et des volumes qui sont positifs à la fin. Donc, cette pente-là ben, est égale à P sur V. Il me reste juste à isoler le volume. J'obtiens que le volume, c'est P divisé par cette valeur de pente-là. Et j'obtiens un volume de 1,72. Oh, pardon, c'est 1716 millilitres, mais ici 1,72 litres. Enlever le milli qu'il y a ici. En résumé, il y a deux techniques qu'on a vues pour mesurer la CRF. Il y a une première technique qui est une technique de dilution qui se fait à partir d'un spiromètre. Mais en fait, les pléthysmographes, les gros appareils pléthysmographes ont des spiromètres intégrés. Ça peut se faire avec la même machine. L'équation qui gère tout ça, c'est C1V1 égale C2V2. En revanche, la technique pléthysmographique qu'on utilise avec avec le pléthysmographe qui est la grosse boîte, le body box qu'on appelle aussi, c'est la technique de Boyle modifiée. Ça, il s'agit de dire que le rapport P sur V est égal à moins la pente produite par le graphique PV. Dites-vous que l'équation peut s'écrire de l'autre côté aussi. V sur P va être égal à moins la pente du graphique V sur P, selon le graphique que vous avez. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a aidé et à la prochaine.